sempre all'ascolto di Radio Corsica Internazionale. Reportage, une émission qui vous est proposée par la rédaction d'RCI, à retrouver en images et en podcast sur le site de Radio Corsica Internazionale. Buongiorno e salut à tous. Bonjour, dans le cadre de nos émissions littéraires en extérieur sur Radio Corsica International, nous accueillons aujourd'hui au Cisimu Café, ici à Bastia, Jean-Philippe Serpi, qui vient de sortir aux éditions Sidney Laurent le tome 4 des aventures de Bill, l'espion britannique. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Philippe. Bienvenue ici chez José, on en reparlera tout à l'heure. Alors, ce personnage de Bill, il est né comment et quand exactement? Il est né à l'époque où, quand on est adolescent, on invente plein de choses. On crée plein de personnages, on se crée des aventures. Et ce personnage-là, il est né pour des nécessités, je dirais, d'aventures que je faisais avec mon frère dans la chambre. Alors Bill est britannique, c'est un clin d'œil à un autre héros au service de Sa Majesté? Oh que oui, parce que je suis fan de James Bond depuis la première heure. Et donc il me semblait important pour moi qu'il devienne espion, malgré que ce soit un gaffeur de premier ordre et qu'il n'a pas du tout l'étoffe d'un héros. Alors, c'est le 4e tome. Oui. Un bref rappel des 3 premiers volumes. Il y avait d'abord Profession apprenti espion, donc ça, c'était le premier. Tout à fait. Donc, il décrivait un petit peu le personnage. C'est ça, c'est pour ça que celui-là, il est plus dans la catégorie aventure qu'espionnage. Parce qu'au départ, il part se former, il lui arrive plein de choses sur son lieu de formation, il en sort vainqueur et il part après pour la deuxième aventure où c'est de l'espionnage. Le projet DX. Le projet DX. Ensuite, il y a le 3e, l'agent 022. Voilà, alors dans le premier jet, je dirais, que j'ai écrit en 1989, je voulais absolument qu'il soit confronté à James Bond. Mais bon, pour des problèmes d'ayant droit et tout ce qui s'ensuit, je ne me suis pas risqué et j'ai préféré transformer James Bond en agent 022. Alors, nous aurons aujourd'hui avec nous 3 comédiens qui nous liront des extraits de votre dernier ouvrage. Lucie Delanne, qui est présente à côté de nous. Philippe Ambrosini, qui a le micro rouge. Et Joseph Rappaolo, qui est également celui qui nous accueille ici au Cisimu Café. Une amie à vous, Jean-Philippe, lira également un extrait. C'est Daniel Boutem. Alors, Merci, premier Daniel. extrait avec Lucille, qui nous présente un peu le personnage. Alors, où est-ce que se situe l'action exactement dans ce premier extrait? Ah oui, alors donc c'est là, il rentre son stage parce que comme tout agent qui se respecte à Britannique, il doit faire un stage au Fort Mocktown et effectivement lui, en dépit du reste qui devrait être normalement au lit à cette heure-ci, il ne l'est pas et il cherche donc à prolonger son stage chez lui. Le premier extrait avec Lucille. Tard dans la nuit, dans la grande demeure de l'immense propriété de Pieris Cottage, règne un calme absolu. Toutefois, à l'étage, une lumière filtre au travers des volets clos de l'une des pièces. C'est la chambre de Bill Hurd, le nouvel agent recruté par les services du MI6, fraîchement promu à la suite de la mission à Alexandrie et à peine débarqué du stage d'entraînement qui a eu lieu pendant 6 semaines à Moncton, principal centre d'entraînement militaire du Royaume-Uni. Ce site étant particulièrement, depuis près d'un siècle, dédié aux principaux officiers de renseignement, destinés à travailler sur le terrain, ce stage fut la condition sine qua non pour que l'héritier de William Peary puisse gagner ses galons d'espion certifiés. N'importe quel homme serait, à 2h20 du matin, et après ce long passage obligé dans ce camp, en train de profiter d'un sommeil réparateur. Le propriétaire des lieux, non. Les cheveux noirs tombant sur sa nuque, entourant un visage ovale, le tout juché sur un corps fin et sculpté, il méditait les yeux fermés, en position du lotus, sur le tapis persan de la chambre qui avait vu grandir sa mère, occupant cette bâtisse construite au XIXe siècle avec son unique domestique, Victor Jameson, sorti récemment victorieux d'un duel qui l'opposait à un prétendant pour son poste. Et qui devrait, logiquement, dormir à point fermé, dans son appartement privé, intégré dans la maison, au rez-de-chaussée. Outre le fait d'être à la tête d'une fortune non négligeable, dont il a hérité de ses grands-parents maternels et de gérer de maîtresse façon ses intérêts, en dépit de son jeune âge, il étonne, déroute, sa nouvelle hiérarchie et tous ceux qui le côtoient par son sang-froid, sa soif d'apprendre, son côté gaffeur et aventurier, et sa voix fluette, qui en a décontenancé plus d'un. Cette nuit, Bill a décidé de mettre en application un des moments forts de son dernier stage, le déplacement à l'aveuglette. Mais sans lunettes à infrarouge, histoire de compliquer la situation.
Il veut en découdre avec l'obscurité et s'affranchir de ce handicap qui est de se mouvoir sans aucune lumière, s'aventurer dans le noir total, en exacerbant le toucher et la perception des objets sans les voir. Les environnements extérieurs et l'intérieur du Peary's Cottage étant plongés dans la nuit, il en serra tout de même autour de sa tête, après l'avoir au préalable roulé, un morceau de tissu noir récupéré dans les effets de son domestique pour les tâches ménagères, et assorti à la combinaison dont il était maintenant revêtu. Il se redressa sur ses jambes afin de se mettre en position verticale et de commencer son exploration. Il fit un quart de tour sur sa gauche pour atteindre la porte d'accès au couloir, effleura avec sa main droite l'interrupteur autosensitif d'éclairage, laissant la pièce quitter dans le noir. Il atteignit la poignée à tâtons, ouvrit la serrure et gagna le large vestibule menant aux autres chambres situées à sa gauche, les mains tendues, droit devant, presque à la manière d'un somnambule. Connaissant le nombre exact de marches de l'immense escalier en marbre blanc, parcouru en son milieu d'un tapis rouge, bloqué par des tringles en laiton au nombre de 40, il visionna parfaitement dans son esprit les 20 premières marches, aboutissant au demi-palier, avec sur ce niveau un haut tabouret en merisier supportant une grande plante verte de type dracaena, dotée de feuilles descendant presque jusqu'au sol. Il prit une profonde inspiration, avança prudemment vers son objectif avec un corps légèrement voûté pour parer à toute éventualité, et des bras toujours à l'horizontale. Il s'aventura sur la première marche, le sourire aux lèvres, avant que son pied nu gauche n'effleure la section suivante. Satisfait, il redressa son buste pour appréhender normalement la suite, comme s'il descendait l'escalier en plein jour. Il continua sur la troisième marche, que malheureusement, son pied effleura à peine, et partit à la renverse. Zip, roulé-boulé, marche 8, 13, atterrissage, telle une bombe sur le demi-palier, fauchage avec sa jambe droite du grand tabouret, chute de la plante sur le bas du dos, cri de l'intéressé qui se redressa sans retirer son bandeau, partit en zigzagant sur le côté, rata la 21e marche qui constituait la première de la seconde série menant au rez-de-chaussée. Se trouvant maintenant sur le ventre, il s'accrocha, en désespoir de cause, à la première tringle en laiton, bloquant la descente rouge sur les marches qui, en s'arrachant de son support, entraîna la section complète du tapis central recouvrant la fin de l'escalier. Et il finit par s'enrouler dedans tout en poussant des cris. Au fur et à mesure qu'il dévalait les marches, en les heurtant systématiquement avec son menton et en s'enroulant dans la descente, les tringles suivantes sautaient en l'air en émettant des bruits de ferraille lorsqu'elles retombaient au sol. Vrin, boum, crac, marche numéro 40, fin de la péripétie nocturne, se soldant par un échec complet. L'homme était maintenant entortillé comme un sushi dans le tapis sur le rez-de-chaussée, vociférant à plein poumon, tandis que le tabouret arrivait à son tour, suivi par la plante qui roulait sur le côté, de par son vase cylindrique, appliquant tous les deux la loi de la gravité. Merci Lucille. Quel effet ça fait d'entendre comme ça une comédienne lire un extrait de son roman ? C'est un peu surréaliste, j'avoue humblement que ça fait plaisir. D'ailleurs, je suis très fier de cette soirée par rapport au fait qu'effectivement, être lu par des comédiens, c'est quelque chose de rare. C'est ce que je disais tout à l'heure à Philippe Ambrosini. Il y a des grands auteurs qui n'ont pas la chance d'être lus par des comédiens. Et pour moi, c'est un vrai privilège. Je suis très content. Alors, on va parler un peu plus en détail de ce 5e opus. Un mot déjà sur le titre, Requiem pour the Dreams. Là, pourquoi ? C'est le 4e, c'est pas le 5e. Le 4e, pardon. Le 5e, on en reparlera tout à l'heure. Tout à fait. Alors, Requiem for the Dreams, là aussi, c'est l'aboutissement d'un vieux rêve, parce que quand j'étais môme, j'avais aussi des rêves. Je projetais de me transformer en membre d'un groupe important, leader principal d'un groupe charismatique, qui est mondialement connu. Pas dans son quartier, mais mondialement connu. Et le groupe que j'ai créé, voilà. Ah oui. Et non, c'est un groupe français, qui vivait en Corse, et j'étais le leader. Et j'ai trouvé ce nom donc de groupe The Dreams. Alors le synopsis un peu de ce 4e opus.
Alors, le synopsis, c'est un petit peu la suite du 3. Le 3, on parle déjà du méchant dans le 3, sans mettre la main dessus. Et dans le 4, on met la main dessus. Et effectivement, en faisant des recherches, il s'avère que le principal intéressé, c'est cet homme qui vend ses anciens collègues d'espions, ses anciens hommes de terrain. Il les vend donc à des groupuscules terroristes, moyennant finance. Et en fait, il s'avère qu'il fait partie de l'entourage proche du groupe The Dreams. Alors, deuxième extrait avec Philippe Ambrosini. Alors, situe-nous un petit peu l'action, c'est au Royaume-Uni, au Police Cottage, c'est ça, avec Victor. Hein. Voilà, alors Victor, qui est Victor? Victor, c'est le domestique donc, de Bill. Et Victor a une fâcheuse addiction, outre le fait que c'est un excellent cordon bleu, mais par contre, sa fâcheuse addiction, c'est une préférence et une attirance pour les films interdits au moins de 18 ans. Allons bon. Philippe, à vous. Non, non, je suis jamais allé chez Gourgandine. C'est à toi. Oui, j'appelle ça l'impérialisme du cul. Alors, voilà. On va faire au mieux, mon oncle. Hein. Je vous en prie. Victor Jameson s'affairait en cuisine pour préparer le petit déjeuner de son employeur. Rentré tard cette nuit, suite à son briefing complet sur la manière dont il devait aborder sa nouvelle mission en tant qu'attaché de presse de son groupe préféré, The Dreams. Ainsi que pour le petit cousin, John Richardson, hébergé provisoirement chez Bill. L'interphone du portail à l'entrée de la demeure grésilla, dans celui accroché dans la pièce où le domestique se trouvait. Nom d'une paire de seins en silicone qui vient à cette heure nous les casser. Il prit une profonde respiration pour ne pas répondre de façon désagréable selon les consignes de son employeur qui, de surcroît, pouvait l'entendre depuis sa chambre. Puis appuya sur la touche de l'interphone. Oui, c'est pourquoi... Maison Blackwell, nous venons ramener le système vidéo de Monsieur Heard. C'est tout? Questionna l'homme de maison d'un ton inquiet. Nous? Non, nous avons aussi une TV neuve pour Monsieur Jameson. Yes! Hurla l'intéressé dans le combiné, oubliant que son employeur dormait au premier étage. Je vous ouvre. Quelques minutes plus tard, le fourgon de la société stoppait devant le perron en marbre de l'imposante demeure, flanqué de ses 4 marches. Victor avait déjà ouvert, en piaffant d'impatience. 48 heures sans la moindre projection sur grand écran, hormis son portable, sur lequel il s'arrachait la vue pour visionner ses films préférés. Cela commençait à faire long. Au moment où les 2 hommes de la dernière fois lui firent un salut, en se dirigeant vers l'arrière du véhicule pour décharger, John Richardson arriva à son tour sur le perron. Bonjour, Victor. Bonjour, monsieur Richardson, bien dormi? Oui, bien dormi. Qu'est-ce qu'on nous livre? La télé de Bill? C'est cela, la télé de monsieur Heard, plus la mienne. Vous êtes en train d'investir des sommes considérables dans ces appareils depuis quelque temps. Mais la faute à qui, hein? À vous, Victor. À vous et à cette addiction qui ne vous lâche pas. Il existe de très bons thérapeutes qui peuvent vous aider. Vous savez, Victor, je ne vais pas raconter ma vie au premier venu. Et puis, il n'y a rien à raconter, je ne suis pas malade. Alors, ça, c'est vous qui le dites. Réfléchissez-y avant que cette nouvelle acquisition ne subisse les assauts incontrôlés de Bill. Que vous aurez de nouveau foutu en rogne, avec vos projections interdites dans la maison. Oui, bon, pour l'instant, on perd du temps, là, hein, répondit le domestique d'un ton pressé. Sortez-vous du milieu, que les ouvriers puissent passer avec le matériel du petit salon. Le petit cousin de l'agence 053 leva les mains en signe de rémission et laissa les employés de la maison Blackwell installer le nouveau système vidéo à l'endroit où celui-ci se trouvait. 2 jours plus tôt, bien sûr. Alors que l'un des 2 hommes revenait du fourgon en tenant dans ses bras un colis un peu plus petit, dont on devinait les formes, le domestique lui enleva d'un coup sec des mains en disant « C'est pour moi, je m'en occupe. Personne n'a le droit de rentrer dans mon appartement privé, je l'installerai moi-même. » Au moment où l'homme de maison fonçait en direction du grand escalier pour aller installer sa nouvelle acquisition, le propriétaire des lieux descendait les marches et arrivait au demi-palier, revêtu d'une sorte de
sortie de bain blanche, étirant les bras vers le plafond, en bâillant bruyamment, à la grande surprise de Victor, arrivant presque à sa hauteur, qui pris de court lui parla sèchement. Qu'est-ce que vous foutez debout à cette heure-ci, vous? Ben, c'est agréable de se faire parler sur ce ton au saut du livre, vociféra le propriétaire des lieux. Et bonjour monsieur, c'est trop demandé? Bonjour Bill, dit le petit cousin d'un ton amusé. Bien dormi? Salut John. Bien, jusqu'à ce que j'entende un yes tonitruant il y a 10 minutes. C'était pourquoi ce cri débile? Puis le propriétaire des lieux se rendit compte que son domestique passait à vive allure sous le demi-palier pour rentrer chez lui, les bras chargés. Stop! Hurla l'argent 053, Victor, au pied! Les deux ouvriers arrêtèrent le câblage du système audio et se redressèrent surpris par le cri aigu de Bill, tandis que le domestique reculait pour se retourner au pied du grand escalier sur lequel se tenait son employeur à mi-hauteur, tout en cramponnant farouchement le carton en fermant sa nouvelle télévision. « Mais c'est quoi ça ?» demanda le jeune millionnaire en pointant du doigt le paquet de forme rectangulaire avec une largeur réduite, emprisonné dans les mains du majordome. « C'est ma 4e télé en 6 mois, répondit doucement l'intéressé. Et quelle va être son espérance de vie à celle-ci? Foutez-lui la paix, je fais rien de mal, rétorqua l'homme de maison en haussant le ton. Merci Philippe. Alors Jean-Philippe, comment est-ce qu'on tisse une... Ah, c'est pas fini. Oh, c'est pas grave. Excusez-moi. Ça pouvait. Pouvait. Tout est morceaux qui s'agrègent. Excusez-moi Philippe. Non, c'était fini aussi. Si j'entends quoi que ce soit de bruit incongru, contraire à la quiétude de cette maison, émanant de l'appareil flambant neuf que tu tiens dans tes bras, ça va barder, quoi. On en était là, hein. Vous ne pouvez pas faire plus court, coupe à l'intéressé. Il pèse son poids, l'engin. Je détruirai celui-ci comme j'ai détruit les deux autres, vu que l'avant-dernier, c'est l'autre domestique qui l'a fait partir en fumée. Et l'avertissement tient même si je ne suis pas sur place. Vu, bien vu, compris. Merci Philippe. Désolé pour l'interruption. Jean-Philippe, alors comment est-ce qu'on tisse une intrigue en fait? Ben, il faut avoir une idée directrice. Et l'idée directrice, effectivement, c'est celle qui va poser les bases fondamentales. De l'idée directrice, on va échafauder un synopsis. Et du synopsis, on va passer donc effectivement au dialogue, à la construction proprement dite du livre. Après, il se pourrait qu'en cours d'élaboration du livre, par rapport au synopsis, on s'en écarte pour la bonne raison qu'effectivement, on a essayé de construire différemment. Mais au départ, il faut avoir déjà l'idée directrice. Et après, comme on dit... Et comme un historien m'a dit, moi je récupère des informations que je glane au fur et à mesure de mes recherches sur d'autres livres. Vous avez cette chance, vous avez de l'imagination. Et c'est vrai que si on a de l'imagination, logiquement la construction d'un livre vient rapidement. Alors il y a l'imagination, mais il y a quand même un repérage des lieux décrits. Oui, alors ça, j'y mets un point d'honneur. Si au début, lorsque j'écris les premiers squelettes, dans les années 80, il n'y avait pas de repérage précis, sauf pour le projet DX, où j'avais quand même fait des recherches à l'époque, on n'allait pas sur Internet, on prenait les gros dictionnaires Bordas et on regardait ce qu'il y avait dedans. Maintenant, Internet, c'est plus simple. Mais c'est vrai qu'il faut faire une recherche géographique de manière à ne pas se faire contrecarrer par certains du cru qui diront « Ah oui, mais non, là, c'est pas là, c'est là ». Et puis il y a une belle galerie de personnages, il y a énormément de personnages dans ce livre. Oui, tout à fait. Et les personnages récurrents dont Philippe a très bien évoqué, effectivement, Victor Jameson, on m'a dit, il hors de question que tu fasses disparaître le domestique de Bill, hors de question, il a une part aussi importante que Bill dans tes aventures. Alors justement, on va en retrouver trois qui sont sur un paquebot, c'est ça ? Alors, l'action se situe à Long Beach. Alors, c'est le paquebot hôtel Queen Mary qui a été donc désarmé en 1969 et qui est devenu un paquebot hôtel. Et je sais que, au fur et à mesure que ce paquebot hôtel n'est pas entretenu, il menace donc de chavirer. Il y a plein de gens qui viennent à son secours. Et j'ai saisi l'occasion, comme je suis un fan des paquebots, de dire le groupe Dreams va faire donc un concert caritatif pour que les fonds soient récoltés pour restaurer le paquebot. Un extrait avec 3 des personnages. Le groupe The Dreams était en train de procéder aux divers réglages, en prévision du 4e et dernier concert qui devait avoir lieu dans quelques heures sur le parking, transformé en arène géante. L'ingénieur du son, encadré par les 2 frères Garant, ajustait les sonorités de la guitare solo d'Alan Darkson. Le musicien, en parfait virtuose, faisait preuve de dextérité sur le manche de son instrument,
tandis que les 3 choristes s'agitaient visiblement en contrebas sous le regard inquiet de JP, qui décela un certain énervement entre elles. Sly regarda son frère en faisant la moue. C'est dommage d'arrêter avec lui. Il est bon malgré tout. Je le sais, mais il n'a pas du tout l'esprit de groupe, enfin. Une fois que la séance de réglage va prendre fin, il va disparaître aussitôt, comme d'habitude, avec une nouvelle excuse à la clé. Comme d'habitude, je sais. Mais il est bon. Et il manquerait plus qu'il joue comme un manche. Et puis ça serait le pompon, hein. Au même moment, une jeune femme, âgée seulement d'une vingtaine d'années, le visage rond, les yeux couleur noisette, des cheveux châtains légèrement ondulés, et relevés par des mèches plus claires, s'approcha des 3 hommes et s'adressa directement au leader de la formation. « Bon, les tontons, moi j'en ai vraiment marre. » Sly leva les yeux au ciel, tandis que JP s'approchait de sa nièce en demandant sur le ton de la plaisanterie. « Miss Chris Peterson, qu'est-ce qu'il y a encore ?»« C'est encore Marie-Claire. Elle nous fait toujours sa crise d'angoisse. À quelques heures de monter sur scène, prétextant qu'elle n'arrive plus à chanter parce qu'elle est morte de trac. » Le plus jeune des frères regarda l'aîné en fulminant. « Et celle-ci, tu la mets où aussi ?» Vraiment gâté. Entre celui qui se la joue égoïste et l'autre qui se la joue star, nous ne sommes pas sortis du sable. Hein. Boudiou, elle m'énerve en plus. Elle trouve que je chante trop fort par rapport à elle sur les refrains, qu'elle ne s'entend pas dans les oreillettes. Et maintenant, elle veut que sa bouteille d'eau soit plus accessible sur son pupitre, car elle le trouve situé trop bas. Cela la déconcentre lorsqu'elle veut l'atteindre. Inutile de se demander qui est derrière son comportement. C'est son parasite de petit ami qui vit à nos crochets depuis le début de la tournée. C'est la meilleure, ça. Elle chante seulement au refrain. Elle ne peut pas se pencher un peu, cette feignasse. Elle n'est jamais contente, d'autant plus qu'elle te dit systématiquement que le réglage de sa voix est au top pendant les balances. Et elle se plaint toujours après. Bientôt, il faudra aussi lui fournir un gars qui la satisfasse bien au plumard. Un peu plus la mocheté que sous amphétamine, 24 heures sur 24, qui lui sert de gigolo et qui la manipule tant que nous y sommes. Tonton, s'offusqua la choriste en riant. Va lui dire que je vais passer lui parler. Tu vas encore l'endormir avec tes belles paroles. Tout à fait. Car si je lui dis exactement ce que tu as lancé il y a un instant sur son compte, je doute fort que nous ayons 3 choristes sur scène tout à l'heure. C'est sûr, rajouta la nièce en s'éloignant. Je m'en tape. Je finirai par lui dire ce que je pense de son connard de Jules. Merci Lucille, merci José, merci Philippe. Alors on parlait à l'instant des nombreux personnages. Il y en a qui sont récurrents quand même donc. Oui, on retrouve depuis le début. Depuis le début, il y en a 4 qui sont récurrents. Donc Bill, évidemment, son domestique qui vit avec lui, le petit cousin qu'il a rencontré donc dans le premier tome, et il y a également donc le commissaire de Brixton, Caledon John, qui lui aussi est intervenu dès le premier opus. Et on retrouve l'agent 022 aussi qui était dans le... Alors l'agent 022 a fait l'objet donc d'un bouquin à part entière, et l'agent 022 revient effectivement exceptionnellement dans le 4, puisque effectivement, comme il s'agit de ce renégat qui vend donc les hommes de terrain, il les vend donc à des entités terroristes. L'agent 022 en a fait les frais dans le tome 3 et va à nouveau en faire les frais dans le tome 4. Et on va le retrouver justement, cet agent 022. Voilà, tout à fait. Avec Lucille. L'agent 022 goûtait à ses derniers moments de tranquillité avant de repartir en mission vers le Moyen-Orient. Les premiers contacts avaient eu lieu dans la matinée. La jeune espionne ayant reçu les consignes de sa hiérarchie la veille, plus la panoplie de gadgets conçus par le département de Rupert Stingray. Allongée dans sa baignoire blanche sculptée, aux pieds apparents, elle se prélassait sur un fond de musique classique. Ses cheveux dissimulés par une serviette de bain rose pâle, le visage recouvert d'une crème de soie blanche et les yeux cachés par une fine tranche de concombre, contribuant ainsi à donner à cette scène une connotation publicitaire pour un quelconque produit de beauté. Au bout de quelques minutes, la jeune femme était emmitouflée dans une sortie de bain fuchsia et se tenait debout devant son grand miroir ovale, agrémenté de petites lumières qui en faisaient le tour, secouant énergiquement ses cheveux tout en manipulant un séchoir électrique. L'instant d'après,
Elle se servait un verre de vin rouge dans un grand verre ballon, tout en se dirigeant d'un pas tranquille vers sa terrasse rectangulaire, avec sa rambarde en ciment travaillé et ses balustres de soutien. Elle posa délicatement son verre dessus, en fredonnant un air de musique classique, et retourna à l'intérieur pour y dépêcher une petite coupelle remplie d'olives dénoyautées. Au moment où elle allait franchir de nouveau le seuil de la terrasse, il y eut un sifflement, puis le verre de vin explosa. Elle se plaqua aussitôt derrière le mur, qui communiquait sur l'extérieur, tandis qu'un des carreaux de la grande porte-fenêtre accédant à la terrasse volait en éclats. « Merde !» ragea la jeune femme entre ses dents. « C'est quoi ça ?» Elle n'eut pas eu à réfléchir longtemps. La mise en garde de sa hiérarchie tôt ce matin prenait tout son sens. Elle resta immobile de longues minutes, attendant un tir nourri venant de nouveau de l'extérieur. Rien. Au moment où elle se pencha légèrement vers la fenêtre, un nouveau tir détruisit un second carreau biseauté. Cassandra roula sur le sol, atteignit en rampant les interrupteurs électriques, plongeant tout son appartement dans l'obscurité. Elle gagna ainsi sa chambre et se changea rapidement, récupéra son revolver, le coiffa de son silencieux, vérifia le contenu du chargeur et le remit en place. Elle récupéra la paire de lunettes à infrarouge à sa disposition, dans un meuble dédié à ses armes, la posa sur son nez, prit ses clés et ouvrit délicatement sa porte d'entrée, où elle fut accueillie par un tir étouffé, qui fit sauter des morceaux de bois de chambranle au moment de l'impact avec la balle. « Ils m'ont obligée à quitter l'appartement pour m'abattre au dehors », pensa-t-elle. « Futés les mecs !» L'agent 022 avisa l'éclairage du couloir, fait de vasques en verre travaillés, qu'elle détruisit les unes après les autres, plongeant cette section de l'étage dans le noir. En maudissant ses assaillants, elle dit doucement « Je suis bonne pour remplacer ces appliques à mes frais. » Puis, les formes humaines de ses agresseurs apparurent dans son champ de vision infrarouge, ce qui lui permit de pouvoir s'en débarrasser. Les petits cris qui s'échappaient face à elle, lorsqu'elle atteignait les tueurs, lui indiquaient que la menace était écartée. Alors, l'espionnage, c'est un monde assez secret, Jean-Philippe Percé. Comment est-ce que vous arrivez à vous documenter justement sur ce monde un petit peu obscur? Bien, on va dire qu'on va extrapoler comme les auteurs des scénarios pour James Bond ont extrapolé. J'ai fait exactement la même chose. Je me suis juste basé sur effectivement le bâtiment du MI6, qui, dans la saga James Bond, a été détruit alors qu'en vérité il ne l'est pas. Donc on reste dans ce bâtiment-là, mais j'avoue humblement que c'est vraiment une extrapolation de ce qui se passe effectivement au niveau des films de James Bond. La salle de communication, le directeur qui est un peu plus coincé que celui qui œuvre dans la série de Ian Fleming, mais très autoritaire, très anglais et très un petit peu coincé au niveau de la façon de faire. Le respect, frapper avant d'entrer, attendre qu'on dise entre, etc. Alors il y a quand même une finesse dans la description, ça veut dire que vous tenez à ce que le lecteur soit vraiment dans le lieu. En fait. Oui, absolument. Donc c'est beaucoup de lecteurs d'ailleurs m'ont dit que les livres étaient très bien détaillés parce qu'effectivement il faut que la personne qui lise se fasse une idée un peu plus précise. Alors c'est vrai qu'on dit il faut laisser le lecteur avoir un petit peu d'imagination. Je suis pour et pas tellement pour. Ça veut dire que l'auteur a une idée bien précise des endroits, des configurations dans lesquelles son personnage ou ses personnages évoluent. Et c'est pour ça que systématiquement, moi, je veux le retranscrire pour que le lecteur n'ait pas un gros pourcentage d'imagination, mais situe parfaitement bien l'endroit où ça va se passer. Alors justement, on va se retrouver dans un bureau. Oui. Alors les bureaux, c'est les grands classiques, c'est le bureau lambrissé, avec donc effectivement tout ce qui fait le confort des clubs anglais. Daniel. La grande porte coulissa alors sur un battant, et J.P. Garand, suivi par un homme d'une grande taille, cheveux courts, clairsemés, poivre et sel, le front dégagé et le regard foncé derrière de grandes lunettes, firent leur apparition. Le clavier de The Dreams, en grande conversation avec son adjoint, le suivait dans son sillage, tout en tenant son portable activé à la main. « Jean-Christophe, ça fait 3 fois que tu me dis que le directeur administratif et financier d'Oxena Productions n'est qu'un tocard, » soupira le jeune homme d'affaires. « Mais il est carré dans ce qu'il fait. Apprends-moi quelque chose que je ne sache pas. Par exemple, où en est le tournage du film Le Dernier des Trois que nous produisions via Oxenia Productions avec Gaumont ? Répondit l'intéressé en se grattant la tempe.
D'après ce que m'a dit le DAF d'Oxenia, le réalisateur s'est ravisé et ne veut pas de Philippe Ambrosini dans le rôle du commandant du HMS Alts britannique que tu lui as recommandé pour le film. Quoi ? Vociféra l'homme d'affaires en se retournant brusquement derrière lui, ce qui le fit le heurter à son directeur général. Il a visiblement oublié que j'ai coécrit le scénario et que c'est moi qui le paye via la boîte de prod. Ah, si cet abruti qui a applaudi des deux mains lorsque je lui ai dit que je pressentais en tant que commandant Bartlett s'amuse à ne pas prendre Philippe Ambrosini dans le rôle, je monte moi-même au studio et je le pends au mât du décor en question. Tu n'aurais jamais dû le prendre sur ce film, rajouta Sylvie d'un ton sec. Il est nul. Il ne se prend pas pour une merde quand il vient ici. Si tu ne l'as pas fait avant moi, la prochaine fois que je le vois, c'est moi qui le pends par les pieds, l'accroche sur une branche et j'attends qu'il sèche au soleil comme les figues. Tandis que John roulait des yeux d'incompréhension à son petit cousin qui afficha le même regard décontenancé, l'homme d'affaires regarda sidéré sa secrétaire, éclata de rire avant de porter à nouveau son téléphone à l'oreille. « Non, Daniel, dit-il calmement, je ne peux pas être sur tous les fronts. Assure-toi bien d'avoir les arguments qu'il faut. Je ne veux pas perdre ce procès. » « Ne t'amuse pas, ni toi, ni Sylvie, à pendre qui que ce soit, répondit son interlocutrice d'un ton amusé, ou je refuserai de vous défendre. Alors, originalité de ce dernier tome, c'est que l'épilogue se passe en Corse, Jean-Philippe. Voilà, le dénouement se passe en Corse. En fait, la course-poursuite qui a lieu donc dès le départ va se terminer en Corse. Alors effectivement, pourquoi ? Parce que The Dreams, c'est un groupe international qui est parti en se forgeant une réputation musicale sur un ancien répertoire qui existait d'un autre groupe phare des années 70. Mais ce groupe, dont la carrière démarre à l'étranger, le groupe est insulaire. Je voulais un groupe insulaire à 100%. En fait, ils ont tous des noms d'emprunt, ils ont tous des noms en consonance anglaise pour faire bien, mais ils sont vraiment des gens du cru, avec donc la possibilité de parler couramment donc l'anglais, ce qui facilite la chose. Mais je voulais absolument que ce soit des musiciens insulaires, tout comme le groupe que j'ai créé il y a plus de 40 ans, où c'était un groupe corse. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai retranscrit le groupe corse à travers cette histoire, mais il fallait que le groupe soit un groupe du cru. C'est pour ça qu'en fait, le dénouement se passe à Corse, parce que c'est dans l'entourage de The Dreams qu'il y a le méchant de service, et comme il revient sur la Corse, la course-poursuite se finit ici. Et puis des clins d'œil également à vos amis dans ce livre. Alors, pourquoi ? Parce que effectivement, il y a tout un groupe d'amis qui m'accompagnent et me soutiennent depuis le début, et c'est ça qui fait chaud au cœur. Et à un moment donné, effectivement, dans le 7e chapitre qui s'appelle Cadeau inattendu, il y a des petits clins d'œil. Alors, il y a des clins d'œil pour tout le monde, même tout celui qui est derrière la caméra là-bas, il sort Auguste. Même toi, en fait, voilà. Et ce qu'il y a de marrant, c'est que là aussi, donc, la radio dans laquelle vous officiez s'appelle la RJA. Et la RJA, c'est une radio que j'ai créée aussi, j'avais 15-17 ans, et j'ai enregistré des émissions de radio dans la chambre avec mon frère. Alors pour ce dernier extrait, on va se retrouver à Canary dans le Cap Corse avec plusieurs personnages du livre. Oui, ça c'est l'épilogue, donc c'est la fin. Je voulais juste vous dire quelque chose. Je suis très ému, hein, je ne m'attendais pas du tout à ça, moi. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un sur Terre qui dit de ne pas prendre Philippe Ambrosini, qu'il vienne de le dire, puisqu'on est en Corse et on l'attend. Et il n'y a pas de raison de dire ça. Alors j'en veux à ce personnage qui parle. Je ne sais pas qui c'est. On ne va pas me dire le nom, sinon ça peut aller loin. J'ai capito, moi. Je vais te le dire. Voilà. Ne me le dis pas. Allez, on se retrouve à Canary avec José. Alors, Bill, John, Peter et Stella venaient de terminer leur périple dans le nord de l'île pour finir dans la salle du restaurant Le Bon Clocher, situé sur le hameau de Piève, à quelques mètres du campanile centenaire qui égrenait les heures, teintait les demi avec ses cloches abritées en haut de l'édifice. Après un succulent repas pris à l'intérieur, l'héritier William Pierre s'aventura sur la place principale dépassant la poste ainsi que la Casa Comune accolée
passa le clocher solitaire et s'approcha de la table d'orientation éclairée par la lueur blafarde de l'éclairage public du village. Un froid automnal lui tenait compagnie, mais il n'en avait que faire. Il contemplait ce ciel rouge, rougeoyant à l'ouest, qui se couvrait progressivement d'un noir d'encre, ce croissant de lune qui éclairait timidement la mer, le bruit des vagues en contrebas, les lumières du hameau de Marinka, les contours des montagnes, et de l'autre côté de la baie de Saint-Florent, et appréciait cette quiétude. Pas de bruits incongrus, juste une paix, un sentiment partagé sur cette mission, achevée 10 jours auparavant, la sensation du travail bien fait ayant été éclipsée par celle d'un gâchis monumental. Il avait posé son pied droit sur l'espace en pierre, réservé pour s'asseoir et admirer, emmitouflé dans son blouson en mouton noir, la beauté du spectacle, lui faisant un peu oublier le sentiment qui le poursuivait depuis la journée fatale où il avait mis le pied pour la première fois sur l'île de beauté. Depuis, les choses avaient changé. Une pensée lui fait secouer la tête négativement. Le groupe The Dream avait repris le répertoire du groupe préféré de sa défunte mère, ayant fait vibrer les salles de concert et les stades du monde entier pendant 3 ans, mettait sa carrière entre parenthèses. Il fut tiré de ses réflexions par son petit cousin qui s'était discrètement rapproché de lui. « Perdu dans tes pensées ?»« Un peu. J'ai rencontré un groupe de musique préféré. Non, j'ai rencontré mon groupe de musique préféré que j'ai vu voler en éclats sous mes yeux. Rien ne sera plus comme avant. » Les frères Garand n'ont pas voulu jeter l'opprobre sur Daxon, continuant son interlocuteur. Ils ont fait croire un simple accident de voiture et associé à la mort de Clapson un tireur isolé, alors qu'ils auraient très bien pu dire la vérité aux médias. Ce sont des hommes de bien. Cela n'empêchera pas que le groupe aura du mal à se remettre de cet événement. Le propriétaire de Peary's Cottage regarda de nouveau l'horizon, se parait de son manteau de nuit en humant fortement l'air marin. « Et comment te sens-tu après une journée pareille ?» questionna John. « Bien, les paysages sont à couper le souffle. Peter a bien fait de venir vivre ici. Et je comprends mieux maintenant lorsqu'il me dit que pour rien au monde, il ne reviendrait à habiter le Royaume-Uni. Nous avons visité des endroits pittoresques, des villages accrochés à la montagne, cette terre vivifiante, visité cette tour génoise, à la marine de Beau. D'Albe aurait quitté Fiat John, grâce à Michel et tout ça. Et ce port de Maginaggio. Le port de quoi? De Maginaggio. Tu sais le dire sans les crochets comme il y a 8 jours. Il ne te reste plus qu'à vendre Peary's Cottage et venir t'installer ici avec Victor. Victor? Mais il n'est pas à moi. Il appartient toujours à la fortune de mon grand-père via son testament. Et sera à vendre sans les murs, même si je laisse mon poste d'actionnaire principal de chez Mitchell Associates. Là-dessus, les 2 petits cousins partirent d'un grand éclat de rire, tandis que le bruit des vagues de la mer leur revenait comme écho. Requiem pour The Dream, c'est donc le nouveau roman de Jean-Philippe Serre, puis les aventures de Bill l'espion britannique, un 5e tome. Un 5e tome, alors, achevé à 95%. Voilà. On ne peut pas en savoir plus. Et quand est-ce qu'il va paraître déjà? Alors déjà, il va falloir que je soumette à mon éditeur. Pour l'instant, je suis en train de... Mais ça se passe bien déjà, 4 tomes, oui, ça veut dire que ça se passe bien. Oui, ça veut dire que ça se passe bien. Mais l'avantage qu'il y a aussi, c'est que mon éditeur, autant le premier, effectivement, il a pris le temps de lire le premier manuscrit, autant lorsque je lui propose mes manuscrits, il les lit même plus. Voilà, il a les yeux fermés. C'est terminé, donc maintenant il les prend systématiquement. Voilà. Bon, il n'oublie pas de me rappeler le droit d'entrée, c'est sûr, mais il les prend systématiquement. Merci Jean-Philippe, on vous retrouvera dans quelques instants pour les dédicaces. Oui. On va parler un petit peu de vos actualités, messieurs et mesdames les comédiens. Lucille, alors, votre actualité? L'actualité, je tourne toujours la pièce Jean de La Fontaine Caliente qu'on avait jouée ici, José nous avait accueillis l'été dernier, qui est une pièce qui mêle les textes coquins de Jean de La Fontaine et de la danse et de la musique flamenco. Et on est en création à partir de l'automne avec ma fille qui se retrouve là-bas, sur un spectacle jeune public autour du Petit Chaperon Rouge. Ah mais c'est bien, toujours dans les contes, les fables alors en fait. C'est ça, on passe au conte maintenant. Ouais.
Merci Lucille. José, les projets. Ben, ils sont réduits à peau de chagrin, on va dire. Non, je plaisante. Bon, le projet le plus proche, je dirais, c'est... Voilà, je fais une annonce publique, en fait. Hein. C'est la première fois que je suis un peu ému aussi, à cause de vous. À la fin de l'année, j'arrête l'activité du bar Chizy. Tu vas te consacrer au théâtre. Je vais me consacrer peut-être un peu plus au théâtre et voir au cinéma. On se verra, Philippe. Hein. PG. Et à toutes ces choses-là, parce que voilà, donc pour être franc, je me dis que j'ai le cerveau qui fonctionne encore un peu. Le reste du corps, c'est pas trop mal. Et qu'il est temps de profiter, de passer à autre chose et de faire des choses qui me plaisent vraiment. Voilà, Philippe. Merci. Philippe, alors tu as été recalé là, malheureusement, Oui, apparemment. oui. Tu as d'autres projets quand même. Oui. À part d'abord, m'occuper du monsieur, du personnage, bien sûr, pas du monsieur. C'est Non. pas l'éditeur non plus. Non, Si tu veux, ça s'il ira. ne les lit plus, on les lui fait lire. Non, Voilà. ça ira, merci. Parce que d'avoir dit ça, là, quand même. Hein, méchant, là, méchant. Il y a des projets quand même. Oui. Bah. Oui, mais justement, ce matin, on m'a appelé là, par rapport à faire un 52 minutes avec des gens, c'est tout frais, là. J'ai entendu ça ce matin. Au milieu du ciment et des pelles, quand même. Il y avait aussi Oui. ce beau projet sur Marguerite Duras qui était Oui, bien. ça on l'a tourné, oui, Mhm. on l'a fait, puis ils font d'autres choses. Là, on avait tourné, tu te rappelles ce très vieil hôtel, ce palace qui avait servi d'ailleurs de passage pour tous les migrants d'Espagne qui fuyaient Franco ou quoi. Il y en a qui ont dû rester, c'était ses copains, d'autres, il fallait bien qu'ils s'en aillent. Hein. Voilà. D'où le sud de la France. Et il y a un gars de mon village, d'ailleurs, un monsieur, qui a été à l'âge de 2 mois dans les bras de son père, qui était futur résistant, quoi, qui a fait tout le maquis du Sud, comme son autre frère a fait le maquis à Port, Victor. Un enfant de ce grand résistant, à 2 mois, était dans les bras de sa maman, dans l'hôtel dans lequel je viens de jouer, Marguerite Duras, dans ce vieux palace qu'ils refont en forme de navire à Cerbère. Parce que ça s'y prêtait, on voyait la mer, tout ça aussi. On jouait avec le soleil. Ça, c'est les gens modestes. Ben oui, on se servait du soleil. C'est le plus beau des projecteurs, non? Qui n'est pas si. Et sinon, il y a aussi que on m'a parlé pour autre chose. Ah, puis j'ai fait un documentaire avec un réalisateur, une idée de Philippe Ambrosini sur Antoine Martin Peretti, c'était le frère de mon arrière-grand-mère, qui était devenu plus que le fils de Jean Jaurès, mais de façon palpable. Et en hommage à lui, juste ça, Jean Jaurès l'avait repéré. Parce que bon, c'est très court, mais en hommage à lui. Antoine Martin Peretti s'est établi, il avait de grandes qualités littéraires, aussi bien en littérature qu'en sciences. Donc il veut faire Polytechnique. Alors il arrive à Marseille, il sort du bateau, et là il attrape un truc au poumon. Ça fera 1 an de soins, il n'y fera pas Polytechnique, mais comme ils étaient tous pour ce qui était commun, avant que de parler de Staline avec des dents longues, et du communisme, erano tutti comunisti, c'était tous les communistes, mais à déchirer leurs cartes quand ils ont vu les goulags. Eh bien, lui, il se trouve à être repéré par Jean Jaurès parce qu'il marche quand même, il est logé chez une dame dans le 16e arrondissement, une vieille russe blanche, dans une chambre là-haut, et il va à l'humanité, c'est pour ça que je parle de communisme ou quoi, et là Jaurès le repère en disant, qui c'est ce jeune qui écrit sur les faits divers, mais que les accidents du travail, et la façon dont il décrit ça, il faut que je le rencontre chez mon petit Victor Hugo, et c'est ainsi qu'il devint le fils de Jean Jaurès, une salle ayant été préparée à Port, qui est prise en photo de l'époque, pour être tout le top confort, parce qu'enfin Jaurès venait 15 jours à Port et en disant, puisqu'on bloque la guerre, on va se détendre. Et en fait, il est mort avec son billet de bateau pour venir à Port, Jaurès, dans la poche. Pardon, mais c'était juste ça. Non, mais c'est bien, merci Puis Philippe. j'ai un autre projet, mais qu'importe mes projets devant ça. Merci Philippe, merci à Daniel également. C'est la fin de cette émission. Merci d'être au rendez-vous de RCI et à très bientôt. Et un grand merci à Auguste qui était à la technique. Merci Auguste. Sempre all'ascolto di Radio Corsia Internazionale. Reportage, une émission qui vous est proposée par la rédaction d'RCI, à retrouver en images et en podcast sur le site de Radio Corsica International. Buongiorno e saluto a tutti.